Parti, hein. Allez-y. Alors, chers amis, nous allons un peu nous délecter, mais auparavant, ne jamais oublier de remercier Akadosh Baruch Hu. Ah, Yodou Lachem Azol Vedam. Demain, au Kollel, à l'après-midi, on va faire un repas. Repas familial. Dis merci à papa. On l'a pas oublié, on sait que c'est lui qui a tout fait. Il y a quelqu'un d'autre qui s'accapare la victoire, c'est leur problème, pas le nôtre. Mais nous, on est conscients de l'essentiel. Kadosh Boro El Amilvado. Et Hachem, ça lui fait plaisir qu'on lui dise merci. Parce qu'il est là. Tu dis, j'ai tout fait. Il est Trump, merci Trump, thank you my friend. Khladim le bab. Quoi, frère, il est là avec sa choupe. Allez, arrête. Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. En Od Milvado, Vefes Zulato. Et donc, c'est un premier point. Écoutez bien, Rabotai. Il y avait, amenez une petite chaise. Au rabbin. C'est bon, ils vont amener les chaises. Voilà. Mets-toi ici le temps qu'il a vu Yeshua. Yeshua, il va venir. Amenez les chaises. Les Kitso, je vous dis, il y avait un darshan, personne qui faisait des drachot. Vous savez très bien, l'Europe de l'Est. Dans les pays du Maghreb, c'était pas très régulier, mais à l'Europe de l'Est, il y avait des gens que leur parnassa, c'était de faire des drachot. C'est aussi un métier. Voilà. Bon, ils faisaient, c'est vrai, le but des drachas, c'est de renforcer le public, mais entre-temps, joindre l'utile à l'agréable, ils profitaient de l'occasion, c'est pas mon cas, ils profitaient de l'occasion de faire une espèce d'appel pour ses besoins. Lui, écoute, je travaille moi aussi, aidez-moi à soutenir ma famille. D'accord. Donc maintenant, il ne le faisait pas comme ça. Il mettait une espèce de boîte bien honorable et chacun mettait une participation. Ok. Maintenant, il y avait un darshan, il savait faire des drachot que sur la paracha de Korah. Quoi le paracha? Et comment drap à droite, à gauche, les verts et les pas mûrs et tout. Ok. Maintenant, lui. Donc, les de la parnassa, lui, c'était les semaines en question maintenant. 3 semaines avant, déjà, il commence à préparer les arrières, voilà, et trucs, et après, et trucs. Maintenant, il se finit. Ça y est, il n'a plus à quoi. Alors, une fois, ils l'ont invité à parler dans la paracha Asino. Je dis, maintenant que je vais faire Asino, je sais quoi, c'est quoi Asino? Alors, comment il a fait? Il est venu 10 minutes avant le début du cours, il a pris son chapeau, il a camouflé quelque part. Après, il arrive les gens et tout, il s'arrête, il dit, écoute, il met sa veste, sa redingote, il cherche le chapeau, Zama, il cherche, il ne le trouve pas. Il dit, je ne comprends pas, il commence à chercher tout le monde et tout. Il dit, mais je crois qu'il a été avalé par la terre comme Korah et ses amis. À propos, il a parlé de Korah. Ça, c'est une façon de... Ça, c'est un. Deuxièmement, écoutez très bien, Rabotai. C'est marqué que Korah, une fois qu'elle a été avalée avec toute son assemblée, il a crié. Et Marie a dit ça dans Maseret Baba Batra, je crois, dans Daf Aïné. Il me semble, il dit qu'il y avait un Taïa. Taïa, c'est un commerçant ismaélite qui est sur des chameaux et tout. Il a rencontré une fois un grand rabbin. Il a dit, tu veux que je te montre où se trouvent ceux qui ont été avalés, Korah et ses amis? Il dit oui. Il a amené dans un endroit, dans le désert, dans un fossé, on avait la fumée qui sortait de là-bas, c'est les enfers, je ne sais pas exactement. Il entendait Moshe Emet, Torato Emet, Moshe est vrai, le chant qu'on chante des Torah, Moshe Emet, Torato Emet. Ils entendaient ça, ils disent, c'est ça, ils ont Simchat Torah toute l'année. Nous, on est des menteurs. La question qui se pose, je ne comprends pas. Si Korah lui-même est conscient de son erreur, il dit on est des menteurs. Alors pourquoi on continue à lui reprocher la faute qu'il s'est opposé à Moshe Rabbeinu? Alors la réponse, une réponse qu'on a posée ça une fois à un grand magui qui s'appelle Rav Reuven Karlenstein. Il aurait dit je vais vous répondre avec une histoire. Vous savez très bien, les histoires c'est le mieux pour faire passer les messages. Il leur a dit une fois, il y avait un Rosh Keila. À l'époque, il y avait le chef de la communauté. Oui, le chef de la communauté, il y a aussi les trésoriers, etc. Et le chef de la communauté, il était quelqu'un un fort caractère. Et il embêtait un peu le Rav. C'est-à-dire qu'il s'imposait trop. Il dépassait les limites. Il y a comment dirais-je, le domaine du Rav, il y a le domaine du trésorier, le domaine, j'en sais rien, du comité. Et là, voilà, président, le PDG.
Non, j'ai rien dit d'abord. Mais là, je pensais que tu n'entendais pas. Mais Kitso, ça c'était l'histoire. Maintenant, il est venu. Maintenant, le problème, c'est que ce président de la communauté, il s'apprêtait à marier son fils. Alors, il était certain que le nouveau parti va venir prendre des renseignements sur le fils du président de la communauté auprès du rabbin. C'est l'adresse la primordiale. Ben, lui, il sait à l'avance que lui et le rabbin, c'est pas la grosse amitié, c'est pas la grosse amour. C'est pas un très grand amour. Il a dit que ça va faire. Lui, avant, il a menacé. Il a dit, fais attention, hein. Ils vont venir demander des trucs. Tu dis que des bonnes choses. Promets-moi. Et il dit, t'en fais pas, frérot, ça va. Il dit, non, promets-moi, jure-moi. Il dit, je te jure, là. Je te jure. Il a juré. Et maintenant, il est venu, au bout de 2-3 jours, le papa de la fille, bonjour, vous êtes au Rav, oui, le fils du rabbin, vous le connaissez, comment est-il? Il lui a fait à Bibi un listing extraordinaire, époustouflant et agréable. Alors, maintenant, au bout du compte, le pauvre le Rav, il a eu un pincement dans le cœur, parce qu'il a juré que de dire du bien. Mais en fin de compte, il s'est passé pour un menteur, il est en train de leurrer la personne qui est venue se renseigner sincèrement. Il lui a dit, mais sache, en fin de citation, sache que je suis un grand menteur. Donc lui, il a tout compris. Il a dit que du bien. En fin de compte, il a dit qu'il est un menteur. Il n'a pas dit de mal sur le truc. Donc il a compris que tout était négatif. C'est comme le film en négatif, tu le développes et tu as le positif. Ça, c'est le point, l'idée générale de... Maintenant, à Botaï, vous racontez une histoire extraordinaire. Très belle histoire. Il y avait, dans une certaine banque, un beau jour, une dame qui se retrouve devant le guichet. Elle est là en train de demander à l'agent, n'est-ce pas, à l'agent de la banque, s'il vous plaît, permettez-moi un overdrive, n'est-ce pas, un petit minus, imaginons de 300 shekels. Il dit non, madame, vous avez exagéré, on vous a déjà envoyé plusieurs fois un avis limiteur. Voilà, limiteur, un avertissement, papa, il y en a marre. Et l'autre commence à lui dire, mais non, je dois acheter des trucs de Shabbat et tout. Bikitso, il y a eu une scène, et l'autre, je sais pas, il a dépassé les limites, il a humilié en public cette dame-là. Eh, vous exagérez, madame, on n'est pas ici au resto du cœur, on n'est pas au bureau du Shabbat, Et Kitso, la pauvre est sentie humiliée, elle est partie, elle s'est vexée, elle est partie gravement vexée, elle est partie chez le directeur de la banque, qui était au 3e étage, imaginons, et comment dire, c'est quoi ces ouvriers à toi, c'est quoi cette banque-là, là, de la bouffe, de Kitso. Kitso, à un certain moment, hein, le directeur, tant qu'il a un peu digéré l'histoire, l'autre, en tant qu'elle est en train de digérer, elle s'est sauvée. Lui, il s'est réveillé, il dit, mais je comprends pas, 200-300 shekels, je me donne de ma poche. Et l'histoire est finie, on est en train de faire maintenant, comment dire, ajouter un cinéma pour une histoire de 300 balles. Ça va, c'est pas la fin du monde. Il commence à lui courir après. Elle est sortie de la banque avec un pas pressé. Il lui dit, madame, et elle écoute pas. S'il vous plaît, madame, écoutez, il y a un billet pour vous, c'est de bon cœur, voilà, papa. Oh, alors. Bon, elle est retournée, comme ça, dégonflé, elle a dit, écoute, ça fait mal au cœur, mais bon, que faire? Il retourne dans la banque. Il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un des ouvriers, des employés de la banque, des caissiers, j'en sais rien, en train de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, vous tous, là? C'est Shabbat aujourd'hui ou quoi? Tout le monde est en train de pleurnicher, il y en a marre, vraiment, vous êtes macabre. Bon, Kitso, il vient, il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui explique ce qui s'est passé. Il lui a dit, moi qui te parle, donc un des employés de la banque, voilà, un des agents, il lui dit, quand j'étais enfant, Aleno, son papa, Niftar, étant jeune, donc sa maman a dû l'élever toute seule, dans la difficulté, dans la misère et tout. Et on sait très bien que, on peut s'imaginer qu'à un certain moment, elle avait très grosse dette à l'épicerie. À l'époque, à l'épicerie, on notait, il y avait un petit carnet, famille, ceci, tant, truc. Et elle, imaginons, elle était à une dette de 30 000 francs de l'époque, ou centimes, ou dirhams, ce que tu veux. D'accord? Mais Kitso, alors, il se rappelle, cet ouvrier est en train de raconter, qu'un certain vendredi après-midi, sa maman l'a pris pour l'aider à, comment dirais-je, bien remplir tous les couffins dans l'épicerie pour tout ce qu'elle a besoin pour Shabbat, la farine, le sucre, des œufs, et j'en sais rien. Il passe à la caisse, et là, l'épicier devient moins sympathique que d'habitude. Il dit, ah là, c'est fini. Quoi, Shavuatov, c'est bientôt Shabbat, qu'est-ce qui t'arrive de Calmos? Il dit non, c'est fini que j'ai. Il en a marre.
Madame, je m'excuse, je vous respecte, mais là, ma patience a dépassé les limites. C'est vraiment comme tirer dans le cordon de la guitare avant qu'il se déchire, et puis on commence à lui faire toute une scène. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une dette, ça fait déjà des années que vous n'avez rien encore, comment dirais-je, remboursé, j'arrête, excusez-moi. Je dis, mais non, c'est pour le Shabbat. Je dis, écoutez, madame, je suis désolé. Je dis, mais c'est des éléments de base. J'ai pas acheté ni des gâteaux, ni des chocolats. J'ai acheté un peu de farine pour faire un peu de chalote, un peu d'huile pour pouvoir pétrir, etc. Je suis désolé, ça me fait mal au cœur, mais je n'ai pas le choix. Pikito, la maman sortie avec son fils, s'est éclaté en sanglots. Et le fils, il a dit, depuis ce moment-là, pendant toute ma vie, cette image-là ne m'a pas quitté. Cette humiliation de ma mère, cette vexation, cette difficulté. Il a dit, mais aujourd'hui, malheureusement, cette difficulté s'est éveillée en moi de nouveau. Vous savez pourquoi il aura dit un truc incroyable. Il a dit, vous savez, cette dame-là qui était là, au guichet, c'est pas moins que la fille de l'épicier. L'épicier qui a humilié ma maman, sa fille s'est fait humilier à la banque. Incroyable. C'est pour ça que nos sages disent, traduction, jette ton pain, c'est Shlomo Mère qui dit ça, jette ton pain sur la surface de l'eau, peut-être avec le temps tu vas le retrouver. Que veut-il dire? Fais du bien, sème du bien, tu ne peux pas savoir quand tu vas le récolter. J'ai l'impression d'être à la rigueur, une personne qui te fait, tout le monde profite de toi, ne sois pas pigeon, c'est pas fou, Rabotai. Plus tu fais du bien, plus tu ressembles à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il nous fait du bien sans compte. Imaginons si Hachem dit, compte-goutte, lui dit, Hachem, est-ce que je mange aujourd'hui? On va vérifier ton dossier. Wow, cette fille-là. J'ai Storna, cette fille-là. Je dis, bon, ok. Mais est-ce que j'aurai le déjeuner au moins? S'il n'y a pas de petit déj avec les biscottes bien beurraturées, confiturées. Il y aura peut-être un petit sandwich au thon pour midi. Il dit, on va voir ton mincha. Il dit, mais il voit mincha. Il dit, wow, quel mincha. Tu es rentré à Nagdishach et tu es sorti à la Mnatseyah. Il dit, comment on va faire? Bekitso, imaginez-vous, c'est marqué Ma'arich Apo, c'est comme Ma'arich Apo. Le allonge son nez, c'est l'expression. Ça veut dire qu'on veut exprimer l'extrême patience, on dit on allonge le nez, c'est l'expression. Donc Akadosh Baruch Hu, mais seulement nos sages disent une chose incroyable. Kol Omer Akadosh Baruch Hu Vatran Ivatru Me'av. Chez Mishmor, la Gemara a dit plus ou moins dans Dafnoun Aleph, dans Maseret, Baba Kama, que tout celui qui dit que Kadosh Baruch Hu cède, c'est un cédeur, il cède, que ses intestins soient cédés. L'expression, c'est une insulte. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il est au mieux patient, mais en fin de compte, on va payer la douloureuse, à moins qu'on fasse tchouva. Mais c'est pas comme la conception Adveshalom des goyim, des crétins, qui te disent toute la semaine, il se comporte comme un porc, non seulement il mange du porc, mais il est aussi comme un porc, excusez-moi de l'exemple. Et aussi vient le dimanche à la messe se confesser devant le chauve. Et là, en fin de compte, il va lui expier toutes les fautes de la semaine pour ressombrer dans son aspect bestial de la nouvelle semaine. À Botaï, c'est faux. Am Israël, Akadosh Baruch Hu est prêt à tout expier avec la tchouva. Mais on ne peut pas rien sans rien. Donnant. Chacun d'entre nous a son passé. Plus rose, plus gris, des fois un peu plus foncé, mais l'essentiel à Rabotai, c'est de faire son maximum. Et la question qui se pose est la suivante. Ai-je assez exploité mes forces pour pouvoir rectifier mon passé? Et ça, personne ne peut dire, tranquille frérot, allô, t'es ma crabe, tu me ferais la hassa, la ramma dans le cœur, change de disque. Ça me fait une fois, j'ai dit avec mon père, à la machallah. Alors, c'était au collège Chichi. On étudiait Chot Shabbat. Il m'a dit, mon fils, dis-moi ce que tu fais maintenant. Quelle est l'étude? Bon, excusez-moi, j'ai cas de figure. Si quelqu'un, il a craché Shabbat, est-ce qu'il a le droit de piétiner sur le crachat? Il m'a dit, Yabni, tu peux pas changer un peu de sujet? Mais en tout cas, Rabotai, c'est ça l'idée. Maintenant, on va un peu quand même goûter un peu par rapport à la paracha. Regardez bien, Rabotai. Une nouvelle histoire. כשנבחר הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין להיות
Yot Haver Beparlement Apolani. C'est Rabbi Meir Shapira, c'était Maharam Shapira, c'est celui qui a instauré l'étude du Daf Yomi. C'était le Rosh Yeshiva de Lublin. Il n'avait pas d'enfants, mais véritablement, il a des centaines ou des milliers, ou même des centaines de milliers d'enfants. Étant donné que l'idée extraordinaire du Daf Yomi, l'étude mondiale d'une page de Gemara, du Talmud Bebénien, dans tout le monde, la même page, c'est lui qui a donné cette idée, et ça a pris. Et voilà, ça fait déjà plus de 100 ans, peut-être même, je crois 150 ans, je ne me rappelle plus exactement. Imaginez-vous le mérite de cette idée extraordinaire qui a été faite par lui. Et maintenant, et pourquoi? Quel était l'essentiel but du Daf Yomi? C'est en fait que tous les juifs dans tout le monde, le même jour, soient plus ou moins plongés dans la même bassine. Et donc, il dit plus que cela. Il dit peut-être à un juif, je ne me rappelle pas exactement de l'exemple, je vous donne un exemple à mon goût. Un juif polonais et un juif russe se trouvent dans le wagon, ils aient une discussion commune. Comment tu as compris Abaye aujourd'hui dans la Gemara, le truc? Donc, qui est un point commun mondial judaïque extraordinaire. Donc, lui, il a été choisi dans le Parlement polonais. Pa'al Badbevad Gakamat Yeshivat Agdola Yeshivat Armel Lublin. Donc, en même temps, il a aussi institué Yeshivat de Lublin. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, un des grands décisionnaires dans le monde de la halakha, des grands décisionnaires ilchatiques, c'est Rabbi Shmuel Wozner. C'est un éminent talmid à lui. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, quand il est venu être examiné devant Rabbi Meir Shapira, alors il a mis la barre haute, Rabbi Meir Shapira. C'est-à-dire, il choisissait que l'élite des élites au niveau toranique. Et apparemment, il était encore jeune, Rav Wozner. Et bon, les critères n'ont pas assez suffi selon la barre qu'il a mis. Il était encore jeune. Alors, Rav Wozner, quand il, entre guillemets, bon, c'est faux de dire parce qu'aujourd'hui, on sait c'est qui, il a échoué à l'examen. Il est plus vivant aujourd'hui. Et il ça fait une dizaine d'années, Azak. Même pas. Même pas. 5 ans. Ouais, peut-être. Ouais, tu as 5 raison. ans. Ouais, 5-6 ans. Même son fils qui lui a succédé est déjà Niftar. Ouais. Lui, il a vécu 100 et quelques. 100 ans. 100 ans et quelques. Ils mettent 100 ans. Voilà, Hazak Bour. Et bien, en tout cas, il a quand même dit au Rav, peut-être je peux un peu rester quand même. Je peux quand même rester au moins passer la nuit. Il dit, Rav, une personne qui a des languissements à l'étude de la Torah, tu restes. Tu as réussi l'examen dans un autre cadre d'examen. On raconte aussi une fois que à Botaï, une fois ils sont venus à la yeshiva de Telz, il me semble. C'était un grand riche, vous savez, à l'époque. Les gens savaient faire des vraies affaires. Un véritable riche qui voulait vraiment bien investir, il cherchait un bon khatan pour sa fille. Shalom Aleichem. Et pour avoir un bon khatan, il faut aussi bien payer. Il faut aussi pleurer et bien prier. Mais aussi, il faut bien payer. Comment tu veux un peu, comment dirais-je, encourager à marier ta fille? Tu lui amènes un peu de flou. Tu lui dis, écoute, la villa sur moi, 2 ans, tu manges à mon dépens, etc. Maintenant, il est venu, ce riche-là, à la yeshiva, et il demande au Rosh Yeshiva, indique-moi la faculté de tes élites. Il lui dit, cet élève-là, c'est le studieux. Celui-là, c'est le IQ le plus haut qu'il peut imaginer sur la terre. Celui-là, c'est la gentillesse et le beurre. Celui-là, la connaissance vertigineuse. Celui-là. D'accord? À la fin, enfin, quand il dit, mais celui-là, mais celui-là, c'est le top de tout. Ouais, c'est possible. Il arrange lui, dit, non, je vais t'expliquer. Il a la faculté du languissement. En hébreu, ça s'appelle mevakesh. C'est comme mevakesh. La volonté. L'aspiration. Rabotaï, savoir que le secret de la réussite dans tout plan, c'est à combien tu aspires à arriver tel et tel point. Languir, vouloir, dire, quel kiff ce rave-là, comment il connaît la Torah, j'aurais bien voulu que moi aussi, ou mes enfants, ou mon khatan, ou mes petits-enfants, ou moi-même, à mon niveau, dans mon cadre, selon ma faculté, dans mon format, arriver à ce degré de connaissance de la Torah. C'est pour ça que, c'était qui ce rave-là en fin de compte? C'était le Stapler. Rabbi Yaakov Israël Kanievski, le papa de Rabbi Chaim Kanievski. C'est possible qu'à son jeune âge, il était peut-être au niveau de plusieurs points par rapport à ses amis. Moins fort, s'il était, on va dire, il était plus fort au niveau intellectuel, plus fort, celui-là peut-être en mathémada, en assiduité. Tout est relatif, bien sûr. On parle dans des cadres très extraordinaires. Mais encore,
puisque les staplers avaient cette ambition, tout le temps, ils cherchaient plus haut, et ils s'investissaient, et ils renforçaient son enthousiasme, son envie, son languissement, c'est la personne qui contient en lui les meilleurs éléments, les meilleurs moyens d'arriver aux plus grandes réussites. Et là, raboter, c'est un grand secret. Une fois, j'avais un cousin à moi, que je l'ai toujours, et je me le bénisse, il commençait à me dire, Igal, imagine-toi maintenant, on achète une villa, il commence à dire des trucs, c'est les mille et une nuits, et les trucs science-fiction, et commence à me dire trucs, c'est la richesse et tout. Je t'en prie, moi je dis comme ça, j'ai pas les nerfs, tout est fantasme, viens, non pas des choses qui sont pratiques. Mais je comprends pas, même si on n'a pas, au moins qu'on en rêve un peu. Alors, moi j'ai dit la même chose au niveau de la Kedusha. Même si aujourd'hui chacun a son niveau, au niveau toranique, au niveau intellectuel, au niveau midot, tout ce qu'on veut. Mais au moins aspirer. Mais je dis pas ça juste pour planer. Je dis ça parce que Rabota, il sachait. Et c'est ça un des plus grands secrets de réussite. Que quoi? Combien tu as investi de volonté, peu importe les résultats. À Kadosh Baruch Hu, même si dans ce monde-là, au pire, tu n'arriverais pas à ton but, dans les cieux, Rabota, on peut arriver. Vous savez, j'ai un grand secret. Il y a plusieurs personnes que dans ce monde-là, ils sont Nitzkaraboum au niveau toranique, mais ils arrivent en haut, on leur change de disquette. Extraordinaire. Pour raconter une histoire que j'ai racontée peut-être, je vais te la rappeler, parce que lui, il connaît toutes mes histoires. Toutes les histoires que vous voulez, il les connaît. Même les miennes et pas moi. Une histoire extraordinaire. À l'époque de Rabbi Chaim de Vologine, il y a de cela combien? 200 ans, un peu plus. L'élève imminent du Gaon de Vilna. Il y avait dans sa Keïla un juif, un bon juif, qui n'était pas spécifiquement le grand rabbin de la communauté, ni le juif de la rue, un bon juif, philote et tout, mais pas très érudit toraniquement parlant, ok. Et avant de quitter ce monde-là, il a donné une coquette somme, en tout cas ce qu'il avait dans ses économies, il savait où bien investir pour la yeshiva de Vologine, la première yeshiva historique. Jusque-là, la notion de yeshiva n'était pas existante. On étudiait à la synagogue, on retournait dormir à la maison, ou bien on était invité dans certaines familles, etc. Comme on se fait très bien avec ça au Maroc et dans plusieurs autres pays. D'accord? Mais Raphaël de Vologine a institué la notion de réfectoire, dortoir local dans le lieu de la salle d'études. C'est-à-dire que tout est dans le même lieu pour ne pas s'éparpiller, pour rester concentré dans le travail perpétuel de la Torah et de la Tfila et de la Yeshiva. D'accord. Et donc il a investi une coquette somme pour la Yeshiva de Vologine. Très bien. Maintenant, après quelque temps, cette personne-là, malheureusement, a quitté ce monde-là. Et donc, est-ce qu'il s'est passé un truc extraordinaire? Imaginons après 1 mois ou 2 mois, Rabbi Chaim est en train d'étudier, et soudainement il est fatigué, il n'a pas assez dormi, il s'est assoupi. Et voilà que dans le rêve arrive ce monsieur-là, ce citoyen de Vologine, ce donateur, ce gentil monsieur. Il apparaît et dit Shalom Rabbi. Shalom, comment vas-tu? Tout ça dans le rêve. Il dit comment ça se passe? Il dit je ne peux pas t'imaginer, c'est extraordinaire. Du quoi? Raconte-moi un peu. Il dit écoute, c'est merveilleux, la Torah, les tzadikim. Il lui dit maintenant, regardez bien. Il lui dit Abraham de Vologine à cette personne-là. Et là, cette personne-là dit à Abraham de Vologine qu'est-ce que tu dis, Rabbi? Il dit ah bon, ça t'intéresse? Je peux te dire, mais bon, je ne sais pas si tu vas comprendre. Il dit voilà, il lui a dit un sujet compliqué, truc. Il dit Rabbi, tu permets que j'essaye de proposer mon explication? Ouais, je suis agréablement surpris, hein. Je ne vais pas te vexer, mais essaye quand même. Il lui a donné une explication brillante, vertigineuse. Il lui a dit mais je comprends pas ce qui t'arrive. Dans ce monde-là, tu étais comme, excusez-moi du terme, il n'a pas dit que tu étais un plouc, mais bon, il était pas loin. Comment ça se fait que maintenant tu es fou? Tu m'as illuminé, c'est l'explication. Et une explication, j'attends de me réveiller, entre guillemets, pour l'écrire. Il lui dit sage Rabbi, non. Toute ma vie, j'ai pas eu la chance ni d'étudier, ni les facultés intellectuelles d'adhérer à la Torah dans la profondeur. Mais j'ai fait de mon mieux. J'ai tout le temps aspiré. Tout le temps, je me suis donné un peu du mal. Aïe, j'ai senti tout le temps que j'ai manqué, c'est dommage. Dans les cieux, c'était tellement cher aux yeux d'Hachem que quand je suis arrivé après ce monde-là, dans le monde futur, ils m'ont, entre guillemets, changé de disquette.
Quand je suis arrivé toute la Torah que j'ai pas pu accéder de mon vivant, j'y ai pu accéder là-bas facilement en cadeau. Mais c'est pas un vrai cadeau, c'est pas qu'un cadeau. C'est le fruit de son languissement. Regardez, Rabotaï, la force de vouloir, la force du languissement, de la volonté. C'est un grand secret, je suis en train de vous dire, Rabotaï. Ça a l'air très, très utopique a priori, mais c'est une vérité, Rabotaï. C'est pour ça, moi qui vous parle, il y a plein de sujets. Avant de les avoir abordés, j'ai dit, Habibi, je suis incapable de les aborder. Et je vous parle sincèrement, je ne suis pas en train de faire des mises en scène. Je suis très sincère. Mais je dis, c'est pas grave, je vais un peu essayer. J'essaye. Waouh, après quand je suis dedans, j'ai dit, bon, j'aurais jamais cru. Autre exemple, des fois je relis des résumés que j'ai écrits ça fait 15 ans, des fois même 20 ans. Et j'y crois pas. Moi j'ai écrit ça. C'est qui cet auteur-là? Il écrit sympa. Il est très sympa. À Botaï, oui. Parce qu'il faut savoir que quand tu adhères à la Torah, c'est une pseudo-névoie. N'oublions pas que la Torah est spirituelle. Qui sommes-nous? Quelle est notre valeur de pouvoir accéder, nous qui sommes dans les limites matérielles, accéder à la... Oh, allez-y. Accéder à la Torah? C'est bon. Accéder à la Torah? Et réponse? Parce que toute personne qui dit la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui enseigne. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas de limite. Donc nos capacités deviennent aussi illimitées. Avançons. Allez-y, vous allez dans votre cours. Moi, je continue le mien. Alors, allons-y. Maintenant, écoutez bien. Je vais amener un hidouche du Malach Raphaël. Le Malach Raphaël, c'est Rabbi Raphaël Bardugo. C'est un rave de ma ville, de la ville de Meknes. Il a vécu, voilà. Tu connais de Marseille, mais c'est un descendant à lui, 9e ou 10e génération de Rabbi Meir Bardugo. Et bien, lui, on l'a surnommé Malach Raphaël. C'est quoi l'ange Raphaël? Parce que, pourquoi on l'a surnommé l'ange Raphaël? Et Iftar au Sha'ana Rabba. La raison est qu'il y avait un juif à la ville de Meknes, un érudit, qui avait une question toranique très, très corsée. Et il a fait Ta'anit Halom. C'est quoi Ta'anit Halom? Il a jeûné plusieurs jours en espérant et en demandant à Hachem que dans le rêve, on lui dévoile la réponse à ce sujet compliqué. Et voilà qu'un beau jour, des cieux, un ange, il est venu, un ange, une force spirituelle, qui lui a transmis 7 réponses, imaginons. Je ne sais pas exactement le nom de réponse. Je rappelle que j'ai écouté cette histoire-là quand j'étais enfant à Meknes de Rabbi Haïm Kessous. Si je ne me trompe pas, j'étais peut-être enfant, j'avais même pas, peut-être 10 ans, 11 ans, je crois. Et il a dit, il est venu le lendemain, tout joyeux, tapant à la porte du Rav de la ville, Rabbi Raphaël Bardugo. Il lui dit, Rabbi, j'ai une question à te poser, peut-être tu m'éclaires. Il lui dit, ta. Tu vois, c'est une question forte, il réfléchit quelques instants. Il dit, ta, voilà toutes les réponses. Il dit comme ça. Il dit, comment tu sais, Rabbi? Moi, j'ai dû jeûner, j'ai dû attendre un dévoilement prophétique, entre guillemets, dans le rêve. Et toi, tu connais tout ça comme ça? De ce jour-là, on l'a surnommé le Malach. C'était comme un ange. Il avait déjà des trucs. Maintenant, on continue. Le Rabbi Raphaël Bardugo, dans son Sefer Memenuhot, c'est un livre qu'il a écrit sur la Torah, sur les parashiot. Il te dit, Mafli ou Esbero, ok? Memenuhot. Miyot nogea badavar lo yeda mal'asot rak masar adavar l'Hashem vara adavar. J'explique. Par rapport à Moshe Rabbeinu, une fois qu'il a entendu qu'on l'a soupçonné, qu'on est en train de faire la lutte contre lui, Korah et tout, c'est marqué qu'il est tombé sur sa face. Il te dit que puisque Moshe Rabbeinu était concerné dans cette attaque de Korah, il n'a pas su quoi faire. Il a transmis la chose entre les mains d'Hachem, à lui d'éclaircir la situation et de donner le verdict. Donc on comprend très bien aussi du Raphaël pourquoi Hachem a eu besoin, entre guillemets, de faire un miracle pour prouver la véracité du sacerdoce, de la Keuna, avec l'histoire des bâtons. Des bâtons, le bâton de Aaron qui a fleuri et les bâtons qui n'ont pas fleuri. Bekash Barat Aaron. Mashelo Matzinu, Bishar Mitzvot Torah, Jotzar Hashem Laasot, Mofek Deshaminu Moshe qui Bam Biagvura. Dans les autres lieux, on n'a pas vu qu'Hachem a eu besoin de faire des miracles pour croire à Moshe. Là spécifiquement, pourquoi? Parce que Moshe, étant donné qu'il était concerné directement, il a dit à Hachem, entre guillemets, à toi de prouver. Parce que quoi que je fasse, ils vont dire que j'ai un intérêt, que j'ai une négia.
J'ai un penchant, un pendant. Un pendant. Pendant. Et là, chez Kol mitzvot Torah, il y a Moshe Rabbeinu ne'eman alehem. Chez lo haya nogea badavar. Toutes les autres mitzvot que Moshe transmettait, il était cru aux yeux d'Am Israël parce que il n'a pas de pendant dans la chose. Il vous dit ne pas mettre qu'il haïm. Par exemple, pas mettre la laine et le lin. Tu dis, Anna, tu crois que tu vends du synthétique, tu veux pas qu'on achète chez les autres. N'importe quoi. Ouais. Mais là, les autres, mais C'est essentiel. ve mitzvah zo, nogaad et shivto, le banal, cette mitzvah-là, c'était quoi? Qui concernait la tribu de Lévi, de la Keuna, donc Keuna qui vient de Lévi, etc. T'as mis du Matzé-Mishar. Ils ont toujours des bonnes raisons pour grogner, dire ouais, ben, c'est un coup monté. C'est un coup monté, c'est une combine, etc. La reine Amro, Midrash Rabbah, Bechol Shana, Mate Aaron Ayanoten, Peraim Shkedim Shnignas. Le Midrash, il dit un truc incroyable. Toutes les années à nouveau, chaque année à nouveau, le bâton de Aaron refleurissait pour redémontrer à nouveau la véracité du fait que Kadosh Baruch Hu a choisi la tribu de Moshe, de Aaron, les Kohanim, les Lévi'im. Et pahdo shel Moshe mipnei hanegiot motzim amfarshim gam b'maaseh Zimri. Le même sujet de quoi? De craindre les pendants. On voit aussi par rapport à Zimri, Ruben Salou, avec l'histoire de Zimri qui a fauté avec la fille du roi de Midian, Cosbi Batsou, Parashat Pinhas. Nos sages ils disent comme ça. Nos sages décrivent, n'est-ce pas, dans Masechet Sanhedrin Daf Pebet Amud Aleph, la discussion qu'il y a eu entre Zimri et Moshe. C'est marqué que Zimri a attrapé Zimri Ben Salou, il a attrapé Cosbi Batsou de par sa tchoupe, entre guillemets, par sa blorite, il l'a amené devant Moshe. Il lui a dit, fils de Amram, donc toi Moshe, fils de Amram, celle-ci est permise ou interdite? C'est une Moabite. Il lui a dit, et si tu dis qu'elle est interdite, la fille de Yitro qui te l'a permise, c'est aussi, Yitro aussi, c'est... À ce moment-là, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, un temps soit peu, il a oublié la halacha. Tout le monde commençait à pleurer. À Israël, match nul, ou plutôt 1-0. Il est en train de démonter le gouvernement de Moshe Rabbeinu, entre guillemets. Et nous dirtiv, ve'ema bochim be'ta'al moed. Pene chez Zimri, ta'an ta'anot ishiot klapav. Étant donné que Zimri a touché dans un point personnel de Moshe, il a touché le point stratégique. Donc il a, entre guillemets, déstabilisé Moshe. Il n'a même pas permis de prouver l'inverse. Parce que quand je touche à ta sensibilité, si Moshe, tout ce qu'il dirait, pour prouver l'inverse, ben non, t'es un pendant, etc., etc. Donc là, il a fait un stratagème satanique. Si Moshe il va le punir lui-même, dit qu'il crève sur place, Zimri il aurait pu lui dire ça, il va crever sur place. Il dit non, si je dis ça, ils vont dire que Kadosh Baruch Hu m'aime bien, et bien qu'il n'était pas prêt à tuer Zimri, puisqu'il m'aime bien moi Moshe, et il m'a fait plaisir. C'est pas une preuve que j'ai raison, etc. C'est pour ça que Moshe, quand on dit que Moshe il a oublié la halakha, c'est pas un hasard. Il y a une explication dans Hazal, que puisqu'il s'est énervé, il a oublié. Mais bon, mis à part l'explication de Hazal, on peut aussi encore comprendre dans d'une autre façon, laquelle, que puisque c'était en rapport avec sa personnalité, quoi qu'il dirait, elle serait mal traduit. Donc c'est pour ça qu'il a oublié, comme pour dire, il ne faut pas que lui il agit, il a laissé agir qui? Pinhas. C'est éveillé, c'est lui qui a exécuté Zimri. Comme un autre endroit on voit ça, et on voit aussi cette grande prudence de ne pas prouver l'inverse de ceux qui nous attaquent quand ils sont en train de toucher un point personnel, parce que tout ce qu'on prouverait serait traduit de façon erronée. Parachat, les filles de Tzlofhad. Les filles de Tzlofhad, il est marqué que Moshe, il a amené leur jugement devant Hachem. Il n'aurait pas dit est-ce qu'ils sont méritantes de l'héritage ou pas. Pourquoi il n'a pas tranché lui-même la halakha d'héritage?
le Rabbi Hamim Hay Hawita Cohen, un des grands Hamim de Tunisie, qui était aussi, il me semble, le maître de Rabbi Matzia Mazouz, le papa de notre maître Rabbi Meir Mazouz, Chotam Dagan Alenu. Amen. Tu dis là-bas, dans son Sefer Mir'at Cohen, il dit explication extraordinaire. Dans leurs propos, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moshe, bonjour Rabbeinu, vous savez, notre papa n'était pas des opposants qui étaient avec Korah contre toi, et maintenant il est mort sans descendant masculin, ce que nous les féminines, etc. Ils ont éveillé en lui un point de pendant. Encore. Donc ils l'ont rendu indirectement, sans le vouloir, inapte de répondre. Si je vous réponds, et je vous dis que vous êtes oui valeureuse, les gens ils vont traduire que c'est une récompense du fait qu'ils lui ont rappelé que papa était ton copain. Entre guillemets. Incroyable. Hashash, les Shohat Dvarim, ça s'appelle Shohat Dvarim. La corruption de verbale. Mais la reine, c'est l'actation midinze. L'écrivant, il finit à Hachem. Incroyable, hein? Il y a un œuvre, Moshe. Donc pendant toute sa vie, Moshe Rabbeinu, Jamais. il s'est éloigné même de l'ombre d'un pendant, d'une négia, d'un penchant, entre guillemets. Où Moshe aimait Torato aimait. Donc on a vu l'exemple, aussi bien avec Korah, aussi bien avec Korah, aussi bien avec Zimri, aussi bien avec les filles de Selophat. Incroyable en Bretagne. Avançons encore un peu. C'est Anava qui a fait ça. Il aurait pu lui-même prendre. Comment? Il aurait pu lui-même prendre l'initiative de répondre. Et sa Anava elle est tellement forte qu'il va consulter le maître. Kadosh Baruch Hu. Effectivement. Effectivement, c'est la Anava, mais aussi, il ne voulait pas exprimer une espèce de négia. Avançons encore à Botaï, encore un petit point sur la paracha de la semaine. Un petit brin de lumière de Rabbi Shalom Machash, aussi de ma ville, de Meknes. À Meknes, on n'appelle pas Machash, on dit Messas. La famille Messas. Hein? Donc Rabbi Shalom Messas, je vais dire ça dans le Bisaloum, à Meknes, on l'appelle Bisaloum Messas. Il expliquait par rapport à Ta Vehem Ve'aron Ma'ar. Donc quand Moshe a convoqué toute la tribu, il leur a dit venez tous, amenez vos bâtons, vous allez voir le bâton qui va fleurir, etc. Ouais. Alors la question qui se pose, pourquoi il a devancé Korah et sa tribu, Ata Vehem, toi Korah et eux, et ensuite Aaron demain. Oui? Pourquoi il a devancé? Il veut dire Aaron, etc. Rabbi Shimon Message dit Mfaresh Tasiba, Shema'alatam Shel Ba'alet Tshuva, Gdola Ma'atzadikim Gemurim. Et puis Masha Amro Azal. Il dit le degré d'un Baal Tshuva est plus grand que d'un Tzadik. Encore une fois, relativement parlant. Ce qu'ils ont dit dans le message dans Meseret Yuma. Amaresh Lakish, Gdola Tshuva, chez Zdonot, Nazuto Kisruyot. Tshuva est tellement importante et tellement forte que même les mitzvot qui ont été faits avec conscience, ils sont comptés comme des mérites quand on fait Tshuva Me'ava. N'est-ce pas? Mais il y a d'où à Kikal Yoter la Sot Averot Melekei Mitzvot. Très bien, c'est plus facile d'accomplir des fautes que de faire des mitzvot. Pourquoi? Parce que le Tzehara dans les mitzvot, il est là en train de l'opposer. Alors que c'est ton supporter, quand tu vas manger un bon casse-croûte, après tu verras ce qu'il y a une théouda. V'im le machal. Est-ce que il faut une théouda pour faire le katamazan ou pas? V'im le machal tzadik, c'est le mitzvot bayom. Racha ose kifla im averot. Si un tzadik qui fait 1000 mitzvot par jour, le rachat, dans le monde inverse, il fait au moins 2000 par jour averot. Et qu'Acher, Ozer Bitshuva, maintenant ce qui se passe. Quand le rachat, il va faire tchouva, donc toutes ces fautes qui, naturellement, ils sont plus nombreuses, ils vont devenir automatiquement un plus grand nombre de mitzvot que le tzaddik, parce que le tzaddik, il les a engendrés par effort, que lui, il est en train de juste faire l'effort de la conversion, mais une fois qu'il a converti, il devient multi. Yadou Amaase, c'est le grand chez Israël. D'accord? Donc on raconte une histoire avec Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov. Donc relativement, encore une fois, puisqu'ils étaient pas les tchouva, il les a devancés. Mais bon, maintenant que j'ajoute une petite histoire pour finir. Yadou à Maaseh, c'est le grand chez Israël. Il y a une histoire avec l'avocat de Am Israël. C'est qui l'avocat? Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov.
Vous allez tout le temps dire que du bien par Israël, toujours chercher le point le plus lointain pour montrer le point positif. Je ne bagage pas Be'adam Racha ou Bal Aver Gadol. J'ai rencontré une fois un très grand fauteur, un grand Racha. Il reste moi Tzadik, Bidvarim, le Tzadik Rabbi Levitz, a commencé à parler avec lui. Le Kodushat Levi, j'ai eu le mérite d'être sur sa tombe, en Ukraine. Ça fait presque 30 ans. J'ai des photos sur son. Mekanien Abecha. Il dit Rabbi Levitz, ce Racha là, qui est à côté de la plaque, excusez-moi. Il lui dit, mais je suis jaloux de toi. Il dit quoi? Tamaïch, le roi, de quoi il est jaloux de moi, le Rav? C'est vrai que je kiffe la vie, mais bon, je me sens pas tellement comme vous, quoi. Izbir lo Arav, Azal Midono, Sha'oset Teshuva, mais Ahava, Nosel nous a appris qu'une personne qui fait Teshuva de par amour, et bien même les méthodes qui ont été faites consciemment, les Haverot, pardon, qui ont été faites consciemment, se transforment en mérite, en mitzvot. Im Kente Ve'ashov, Im Ta'aset Teshuva, Belev Shalem, si tu vas faire Teshuva avec un cœur complet, avec amour, tu vas convertir toutes tes Haverot en mitzvot. Donc sans aucun doute, chez Mispar Mitzvotecha, Zchoyotecha, Yorbe Yoter Micheli, le nombre de mitzvot et tous tes mérites sont beaucoup plus grands que les miens. C'est pour ça que je suis jaloux de toi. En d'autres mots, je suis jaloux de ton potentiel. Je suis pas jaloux de toi d'avoir fauté, parce que une fois qu'on a fauté, on sait jamais est-ce qu'on pourra sortir d'auberge. Mais une fois que moi je te conseille que si tu sors d'auberge, ça va valoir le coup, il dit je suis jaloux de l'option que a posteriori tu as. Il ne faut pas créer cette option, mais une fois qu'à posteriori il y a le potentiel de l'option et tu l'exploites, et ben tu vas me dépasser. Incroyable. Batzlaha.